Si vous suivez les pages Facebook consacrées à l'Azière, il est plus que probable que vous ayez déjà croisé le pseudo Sebastro et ses conseils avisés. Véritable encyclopédie du petit boîtier rouge de ZWO, Sébastien Rivière a également pondu un manuel utilisateur de plus de 100 pages d'un niveau de précision et de clarté exceptionnel. Nous avons voulu savoir qui se cachait derrière un aussi grand malade capable de faire mieux que le constructeur lui-même. Nous précisons au passage que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, tu es astrophotographe et quand on regarde ton t-shirt, on se rend compte que tu as l'air d'être assez fan de ZWO. Joli t-shirt Easy Astrophotographie, la classe, l'élégance. Est-ce que tu peux nous... On va pas partir dans un ordre habituel par rapport à la pratique de l'astrophoto telle qu'on a pu faire les interviews précédentes, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu portes ce t-shirt et le rôle que tu joues, parce que tu es quand même assez présent au niveau de Facebook et des utilisateurs français de ZWO. En fait, l'astrophotographie, j'y suis venu un peu par hasard avec un cadeau de Noël qui était un Max 127, qui a très vite été limité avec la partie trépied et tout ça. J'ai eu une courte expatriation qui m'a fait m'éloigner de tout ça et un retour en France où, juste un peu avant Covid. Et du coup, j'ai décidé de reprendre ça. J'ai eu la chance d'avoir des délais de livraison sur tous les équipements qui m'ont permis de reprendre rapidement les activités, et dont un boîtier Azier Pro. Et donc l'Azier Pro, je l'ai découvert avec quelqu'un que beaucoup de monde connaissent sous le nom de Colmic, qui est Michel Collard. Et donc j'ai commencé à parcourir un peu tout ce qui avait été mis sur les forums sur ce boîtier. Et en fait, je suis tombé dedans en faisant un peu la synthèse à l'époque, il devait y avoir qu'une cinquantaine de pages sur ce boîtier dans un forum qui était WebAstro, sur lequel j'étais assez régulièrement. Et donc, ça a commencé comme ça, en faisant la synthèse et en regroupant en français toutes les infos que je pouvais glaner entre le mode d'emploi anglais, les sites anglais. Et ça a créé un peu le premier manuel français, un peu amélioré de tous les trucs et astuces des autres utilisateurs. Et on pouvait trouver un peu tout ce qu'il convenait de faire au niveau checklist, procédure, les réglages et comment profiter du boîtier réellement comme il avait été conçu au départ, c'est-à-dire, comme dit Michel, le ratio emmerdement-plaisir poussé au maximum. Donc, ça a commencé comme ça. Et il y a eu une mise à jour qui est sortie, je crois que c'est au moment de la 1.4, où en fait, j'ai directement contacté ZWO pour leur demander si, par rapport au lancement alpha et bêta de ce firmware, si j'avais moyen de le récupérer pour pouvoir modifier, mettre à jour le manuel. Et donc, finalement, je me suis retrouvé à faire partie des admins et modérateurs officiels ZWO, par rapport tout simplement à la gestion du manuel. Donc, le nouveau manuel qui est mis à jour régulièrement en ligne sur le dépôt ZWO, qui est un site chinois qui s'appelle Yukway, qui sont des dépôts professionnels un peu de documentation. C'est un peu moi qui m'en occupe, avec ce que je récupère d'autres admins, comme l'excellent blog de Blaine Corcel, qui est Eastwind Astro, mais qui est en anglais. Et donc, à partir de là, j'ai pu faire une mise en forme et une traduction un peu plus sérieuse en français, qui est accessible via donc, la partie forum de WebAstro sur l'Azier Pro et la partie Facebook Azier en trade francophone. Et c'est en fait comme ça que je commence à apparaître un peu à droite à gauche sur tout ce qui traîne autour de l'Azier. Donc, avec aussi l'accès un peu privilégié aux ressources ZWO au niveau personne et accès communication. Donc, l'avantage d'être maintenant partie intégrante de l'équipe d'admin et d'alpha-testeurs de l'environnement ZWO, plus côté Azier.
Alors justement, tu parles de ce boîtier rouge. On voit sur ton t-shirt astrophotographie facile pour ceux qui parleraient pas anglais. Quand tu te mets à l'astro et que tu attaques avec l'ASIR, tu découvres quoi? Tu découvres une astrophotographie qui d'un coup paraît beaucoup plus simple que quand on doit gérer des systèmes totalement hétéroclites avec des câbles qui vont partout vers des PC. Tu es geek Ah, au fond de tes tripes et du coup, face à ce petit boîtier, il y a une espèce d'excitation particulière. Qu'est-ce que ça provoque chez toi, le fait d'utiliser ce j'ai boîtier? j'ai le côté un peu geek aussi. Donc, entre le Mac 127 et le boîtier ASIR, j'avais commencé à regarder aussi la version un peu Linux, Tinker Astro, la Tinkerbox. Les souvenirs que j'avais, c'était en gros un Nikon 7000 sur le Mac 127, des câbles, un ordinateur relié à la raquette du Mac 127. Donc, pas trop ergonomique. Et puis, monture alt-azimutale, 15-20 secondes maximum avant d'avoir des petites traînées d'étoiles qui commencent à apparaître. Donc, le passage sur une Nioptron CM40 avec un, un FRA 400 et puis le boîtier ASIR, oui, ça a été un gros changement. On se rend compte que on a un câble qui monte au trépied, qui est dispatché et l'ASIR va gérer les caméras, le guidage. Et du coup, pour donner un ordre d'idée, on considère souvent qu'en astrophotographie, la partie débutant, ça va être des télescopes style Newton sur des montures relativement performantes mais basiques du Skywatcher, de l'EQ5. Ceux qui sont partis plus légers ont du 3.2 GoTo. Très vite, on passe sur du 6. Donc, ça reste ce couple-là donc de Newton et de monture Skywatcher. Et beaucoup de gens conseillent de rester sur du DSLR pour commencer, de passer à la caméra astro-spécifique un peu plus tard, une fois qu'on a fait ses armes au DSLR. Je suis parti sur une 533 direct, une 462 pour le guidage, un diviseur optique. Et ben, on assemble tout ça et très vite, on trouve les bonnes informations pour le réglage du diviseur optique. Mais une fois qu'on branche tout ça sur le boîtier ASIR, ben, il n'y a plus rien à faire. Une fois qu'il est connecté, qu'on a l'application qui marche sur la tablette, qu'on a réglé son diviseur optique pour avoir quelques étoiles sur la caméra guide, qu'on a le focus sur le télescope, que ce soit manuellement ou avec un focuseur AF, on est parti. Le plus long que ça prend au niveau setup, c'est de le sortir du garage pour le mettre dehors. Je fais rarement de l'alignement polaire parce que j'ai mon marquage au sol, donc je peux remettre ma monture exactement dans la même position à un demi-degré près. Le plexol s'occupe du reste. Le plus long, en gros, c'est de le sortir, de le mettre en route et de déterminer ce qu'on veut cibler et photographier pour la nuit. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à l'astronomie, déjà? Est-ce qu'il y a eu un passage par l'astronomie avant d'aller à Non, l'astrophotographie? non, Non? non, 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 non. Alors l'astronomie, culture générale de base au niveau de ce qui se passe dans l'espace. Je sais qu'il y a des galaxies qui ne nous aiment pas, qui ont tendance à s'éloigner. Il y en a très peu qui se rapprochent de nous. Non, c'est les photos des autres, ces choses-là, c'est les sondes, un peu l'aventure spatiale, ce côté un peu scientifique, geek, un background ingénieur mécanique qui fait que toute cette partie technologie m'intéresse. Mais de là, aller me plonger dans un bouquin pour aller comprendre que la sonde Voyager, elle voyage à telle vitesse, qu'elle est arrivée à tel endroit, ou savoir que telle nébuleuse à 6500 années-lumière nous renvoie de la lumière qui date des années préhistoriques et bien avant. Non, pas forcément. J'aime bien le lire sur les photos des autres, un peu toute cette partie historique, mais je ne vais pas aller faire forcément ces recherches. Moi, je suis purement dans l'utilisation plaisir. J'ai mon setup qui marche, je branche l'application, le boîtier. J'ai vu une photo sympa passer un mois avant, 2 mois avant. Je regarde les catalogues
NGC, Messier, tout ça. J'ai un SkyMap sur l'ordinateur et puis je vais voir ce qui a l'air bien, ce qui a l'air joli, ce qui peut sortir avec une caméra couleur et en avant. Et en Bretagne, il faut aller en avant vite parce que les nuages sont réguliers. Les nuits claires sont assez rares de façon consistante. Donc, il faut des cibles qu'on puisse traiter dans la nuit correctement. Si on a 2-3 nuits de suite dans le vert, on peut commencer à envisager de la mosaïque ou à faire vraiment des heures d'acquisition. Mais quand je vois des photos magnifiques comme tu as sur ton background où les gens affichent du 5, 6, 7, 8 heures d'acquisition en narrowband, ça laisse rêveur le fond de la Bretagne. Ouais, tu veux dire que depuis le Finistère, c'est beaucoup moins simple. En Ille-et-Vilaine, on arrive encore de temps en temps à avoir le nombre de soirs nécessaires, mais c'est vrai que les Bretons, on n'est pas hyper gâtés quand même. Non. Alors par contre, là où je suis, on a la chance d'être dans un village qui éteint les lampadaires et les lumières très tôt, parce qu'il y a effectivement un petit observatoire Club Astro qui est dans le village. Donc, ils sont assez sensibilisés. On est suffisamment éloigné de Brest et suffisamment près de la côte pour ne pas être trop embêté au niveau pollution lumineuse. On traîne en 3-4 au niveau Bortol. Donc, ça permet sur une nuit de compenser un peu le manque de nuages. D'un coup, on a une qualité de ciel qui est relativement bonne. Mais du coup, avec effectivement le besoin d'avoir le minimum de réglages possible, simplement parce que sinon tu vas cramer tes nuits à essayer de faire fonctionner un setup. Hier, sur le coup des 11 heures, il y a eu apparemment un passage de 2 heures dans le vert où effectivement on voyait les étoiles. Et j'ai pu déclencher pour 1 heure en sortant le setup en 10 minutes, le temps que la caméra refroidisse, c'était prêt. Quand tu commences l'astrophotographie, ton idée, c'est quoi? C'est d'aller voir ce qu'il y a quand même dans le ciel, c'est de faire mumuse avec des trucs technologiques, c'est de le partager et de montrer à d'autres. Quel est ton moteur par rapport à ça? Non, c'est simplement la photo. Et en fait, le choc qu'il y a eu à un moment de réaliser que dans l'espace, il n'y avait pas que ce qu'on voyait à l'œil nu, parce que sous nos ciels européens, on va dire, la capacité à avoir une voie lactée avec des nuances de couleurs est très limitée. Plus on se rapproche des villes, moins on voit de points blancs. Plus on s'éloigne des villes, plus on voit de points blancs, mais on ne voit pas encore forcément toutes les nuances qu'il peut y avoir dans les oranges, ocre, rouges et quelques points bleus qui se baladent. Donc, de voir les photos des autres avec toutes ces nuances de couleurs, ces nuages, ces amas d'étoiles, en fait, on se rend compte que par rapport à de la photo diurne, la nuit, il se passe des choses et on peut faire des super photos. Au niveau un peu titillement photographe et sortir quelque chose d'un appareil est relativement intéressant. Donc, c'est plus ce côté-là qui m'attire vraiment dans l'astrophotographie que le fait d'aller chercher quelque chose de plus. Alors, c'est vrai que des fois, il y a la satisfaction, par exemple, il y a une news astro qui sort, il y a une nova qui vient d'apparaître ou un quasar qui sort de quelque part. Et là, on se dit, bon, ça tombe bien, c'est dans mon hémisphère. On décide d'aller faire un tour. Et puis, effectivement, oui, on se rend compte qu'avec le petit matériel qu'on a, une fois sorti du garage, on arrive à aller voir la nova que les autres ont découvert 2 semaines avant, ou une petite historique intéressante où tout d'un coup, quelqu'un dit, ça, c'est l'élément céleste le plus vieux que j'ai réussi et le plus éloigné que j'ai réussi à photographier. On se dit, tiens, est-ce que moi, avec mon petit FRA 400 et ma petite 533, je vais pouvoir aller voir effectivement ça. Et on se rend compte, des fois on peut, des fois on peut pas, mais c'est toutes ces petits challenges. Mais pour moi, avant tout, c'est la photo, sortir quelque chose avec des couleurs qui ressemblent à quelque chose, qui n'est pas forcément aussi bon que tout ce que font les autres, mais au moins, en quelques minutes, je mets tout dehors, je le lance, et le lendemain, un petit coup de logiciel, et on voit. Par rapport à la situation sanitaire, tout ce qui est Star Party en live, c'est devenu un peu compliqué, mais tu te vois plutôt, toi, comme une créature astrophotographique sociable ou plutôt un loup solitaire qui aime bien depuis son jardin ou depuis des lieux un peu
reculer, être seul avec son matériel, ou est-ce que tu préfères être entouré d'autres astros? C'est marrant parce qu'en fait, j'ai tout pour faire tout. Il y a effectivement un club astro dans le village, mais j'ai dû y aller deux, trois fois. Alors, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que au fond de la Bretagne, effectivement, comme on disait tout à l'heure, on a des nuages, donc on n'a pas forcément beaucoup de nuits de qualité. Donc, d'un coup à l'autre, il peut se passer un mois et demi, 2 mois avant qu'il y ait une bonne nuit astro. Et donc, on ne pense pas forcément à aller voir les autres membres du club ou alors aller faire un truc commun, une sortie plus près du Cross Corsen où il y a des ciels encore meilleurs parce qu'il n'y a plus du tout de pollution lumineuse. Non, je dirais que je suis très bien chez moi, mais en même temps, je n'ai pas du tout ce côté asocial dans le sens où, comme tu disais au début, entre les forums Facebook et toutes ces choses-là, j'arrive à m'impliquer relativement beaucoup au niveau filer les petites informations, les petits réglages, les petites explications par rapport aux problèmes de chacun. Oui, mais ça, je Euh, confirme. J'ai vu passer nombre de réponses amenées par Sébastro sur Facebook à des malheureux qui s'interrogeaient sur l'utilisation que ce soit de l'Asier Pro ou de leur caméra avec l'Asier ou de leur monture avec l'Asier. Donc là-dessus, je ne t'accuserai certainement pas de sociophobie. C'est absolument pas l'intention. Mais alors justement, qu'est-ce qui t'a... Parce que tu as fait un travail de titan quand même pour aller récupérer toutes les infos sur l'Asier. Et tu m'as dit tout à l'heure, tu avais comme idée de donner en fait à tout le monde la possibilité d'utiliser au mieux ce que le boîtier savait faire. Donc ça veut dire que pour toi, le partage, c'est quelque chose d'extrêmement important pour y mettre autant d'énergie. oui, après, moi, j'ai ce côté où j'ai une certaine rétention d'informations. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de problèmes ou beaucoup de petits soucis euh, qui sont liés à des petits détails. C'est vrai que le manuel commence à être relativement conséquent. Il y a plein d'informations qui ne sont pas forcément réellement liées à l'ASIR, mais plus à la partie montage des différents accessoires qui peuvent aller avec. Au niveau purement ASIR, on doit traîner sur une quarantaine, cinquantaine de pages et ça peut sembler indigeste. Mais par contre, c'est d'une facilité, c'est d'une ergonomie. On se rend compte qu'il y a plus de questions de gens qui ne se posent pas forcément ou la bonne question ou un problème qui est facilement résolvable en 2 minutes. Des fois, ça peut être frustrant ou navrant de lire certaines questions, mais on se rend compte que tout le monde n'a pas le même rapport à la technologie ou à certains aspects du setup astro photo. C'est pour ça, moi, ce côté où c'est purement plaisir et ça doit rester simple, fait que forcément, je ne vais pas aller m'embêter avec un problème périodique sur un des axes. Je ne vais pas aller m'embêter parce que mon polar alignment n'est pas forcément parfait. Je considère que la technologie maintenant au niveau du plate solve et du tracking fait qu'il n'y a plus forcément besoin, à part effectivement à vouloir faire des grandes séances d'acquisition sur plusieurs jours, où là, on va essayer d'être un peu plus précis. Mais il y a beaucoup de gens qui se font une montagne de beaucoup de choses qui ne sont pas forcément nécessaires pour sortir des résultats satisfaisants. Donc, c'est un peu cette légende qu'il peut y avoir autour de certains gros setups ou certains setups astro qui font peut-être que les gens se font des montagnes de petites choses alors que avec ce petit boîtier rouge, tout est relativement simple. Et en fait, il suffit de naviguer un peu dans les menus, dans les différents réglages pour très vite se rendre compte que 90% des soucis sont très bien réglés par le boîtier. Ça, au niveau de la faculté du boîtier, je vois bien et je suis complètement d'accord. Mais le fond de ma question, c'est de savoir si toi, ça t'apporte quelque chose de venir déverrouiller des problèmes que les gens rencontrent. C'est un peu l'impression que ça donne quand on voit la Euh, vitesse avec laquelle tu viens répondre et alors, justement démêler les nœuds. la vitesse, c'est lié au temps disponible à l'heure actuelle. Il n'y a pas réellement de besoin personnel à vouloir spécifiquement aider, mais il y a ce temps disponible. Et puis,
Et puis c'est des informations que j'ai dans un coin de la tête ou alors c'est purement lié à la partie scolaire de ma jeunesse où une fois un des professeurs à l'école nous a dit une chose très simple. En tant qu'ingénieur, on ne va pas vous demander de tout retenir ce que vous allez apprendre. Par contre, on va vous demander de savoir trouver l'information et la comprendre. Et c'est peut-être un truc que j'arrive à faire mieux que certaines autres personnes. S'il y a un problème ou un souci qui ne résonne pas au niveau d'une cellule du cerveau, en général, j'arrive à trouver la réponse ou les éléments de réponse et à pointer la personne dans la bonne direction. Pas forcément de satisfaction personnelle derrière, plus ça fait plus partie pour moi un peu du rôle d'animateur réseau style admin, modérateur sur les pages où on m'a donné ce titre gratifiant. Ouais, mais on sent une certaine tournure d'esprit quand même derrière. C'est-à-dire que l'ingénieur est toujours là. C'est les déformations. C'est entre la culture ingénieur et puis le passé professionnel qui font que il y a un problème, il doit y avoir une solution quelque part. Si elle existe, il faut la trouver. Si elle n'existe pas, il faut la mettre en place. Tu commences l'astrophoto précisément à quelle date? Allez, que je dise pas de bêtises, retour d'expatriation Grèce, donc ça doit dater d'un Noël 2016. Noël 2016. Et combien de temps après la réception de ton matériel es-tu opérationnel pour sortir ta première photo? Première photo au Max 127 sur une monture Altaz, elle ne doit même pas être sauvegardée quelque part dans l'ordinateur. Impossible de sortir un truc correctement. Pourtant, le boîtier, un Nikon D7000 et j'avais à l'époque aussi un Nex 6 de Sony, ça permettait de faire des choses, mais régler l'intervallomètre, le mettre en route, trouver le bon rapport ISO, durée d'exposition, limité par les 20-30 secondes avant d'avoir le début de rotation du champ, des étoiles. Donc, tout ça faisait que, oui, j'ai dû sortir une M27 qui était correcte. Parce qu'on voyait effectivement M27, on voyait un début de couleur. Et ça doit être la seule que j'ai faite correctement au Max 127 à l'époque. Donc, ordinateur, câble USB de 4-5 mètres, fenêtre de la véranda ouverte, bref, la grosse installation. Ouais. Et donc, après, il y a eu un retour dans l'expatriation 2018 qui a refait que je me suis un peu éloigné de ça. Et c'est courant 2019-2020, retour confinement astro, que je me suis équipé correctement. Retour en France, donc en avril 2020. Des nuits exceptionnelles en Bretagne tout le mois de mai. Oui, c'est vrai. On a eu un temps superbe. Et là, je me suis dit, c'est super chiant. J'ai mon Max 127, ma monture Altaz, mais c'est super galère. C'est super galère et j'ai rien sorti de spécial. Et c'est là que je me suis dit, comme j'avais déjà lu sur la Tinkerbox, que j'avais parcouru un peu des éléments de forum sur le boîtier Asier, je me suis dit, on va s'équiper correctement. Le premier obstacle, c'est la monture. Donc, on part sur de l'équatorial. Pas envie d'avoir une enclume de chez Skywatcher pour la moitié du poids. Donc, j'ai pris l'option Ioptron. Je voulais pouvoir guider mon Max 127. Donc, je me suis dit, un petit Fra 400, ça sera parfait comme lunette de guidage. Et puis, finalement, le montage un peu parallèle que s'est transformé d'un côté le 127 sur une étagère et le Fra 400 sur la monture. Et puis, pour pas exploser le budget, mais avoir une caméra qui tenait la route correctement, c'est la 533 qui a été sélectionnée. Petit capteur carré, très bien, pas de problème de cadrage avec ça. Pas de questions à se poser, savoir dans quel sens est le rectangle et les outils qui vont bien derrière. Donc, le diviseur optique pour le guidage. Donc, je dirais que le retour à l'astrophotographie s'est fait, on va dire, courant juin-juillet 2020. D'accord. Et là, avec des résultats beaucoup plus rapides. Beaucoup plus rapide, pratiquement instantané. Une fois qu'on branche le boîtier, que tout est connecté correctement,
Le plus long, c'est d'assembler le tout pour avoir le back focus. On passe plus de temps à réfléchir sur le nombre de rondelles et de bagues d'adaptation que réellement à faire de l'astrophotographie. Mais une fois que le setup est en place, ça me prend 2 minutes à soulever. J'enlève rien de la monture. J'ai mon trépied, ma monture, le FRA 400 dessus avec tout de monté. Ça doit peser une vingtaine de kilos l'ensemble. Je soulève tout, je sors ça dehors, je le pose et en gros, j'ai qu'à allumer. Et 2 minutes après, ça bip. 4 minutes après, une fois que la calibration du guidage est faite, que la caméra est en température, que j'ai ou défini à l'autorun ou le plan, et ben c'est parti. Et le lendemain, j'ai dans 90% des cas suffisamment d'images pour pouvoir sortir quelque chose avec de la couleur et des étoiles. Tu parlais de la FRA 400 qui rencontre quand même un gros succès, cette lunette. Là, je viens d'ailleurs d'en prendre une et de la recevoir après 6 mois d'attente. Merci. Parce que tout le monde en a commandé. Je soupçonne d'ailleurs notre ami Aziz Kewash d'être pour beaucoup dans les ventes de cette lunette, parce qu'à force d'aller dire partout qu'elle était formidable, on est un paquet à s'être trouvé dessus. On revient sur cette période mai-juin 2020. Et là, je me rends compte, en voulant m'équiper, que les confinements qui ont déjà commencé ont pesé lourd sur tout l'approvisionnement et les étagères des sites astro, des magasins astro. Magasin astro, personne ne pouvait y aller de toute manière, tout le monde était bloqué à la maison, donc c'était que de la vente en ligne ou c'était même pas du click and collect, c'était s'il y a quelqu'un qui peut vider l'étagère et l'amener chez moi. Et on se rendait compte que, par exemple, une Skywatcher, il fallait attendre novembre pour en recevoir une, qu'une malheureuse caméra Ziwo commandée au mois de mai-juin allait arriver en septembre. Les sites anglais n'étaient pas mieux. Les sites américains, pareil. En gros, il y avait une pénurie un peu mondiale d'équipements à droite à gauche. Donc, se monter un setup devenait assez problématique. D'ailleurs, moi, j'ai dû assembler le mien en faisant le tour de 3-4 boutiques. J'en discutais justement avec les gars de Zivo. C'est impressionnant l'effet du confinement sur l'engouement que les gens ont eu. J'en suis un peu un dommage collatéral aussi, parce que c'est ce qui a fait que je m'y suis remis et que je me suis équipé. Mais il y a beaucoup de gens qui ont découvert que bloqués chez eux, avec un balcon, une terrasse ou un jardin, il se passait plein de choses au-dessus de leur tête la nuit. Ah oui, tu peux élargir tes horizons, surtout quand tu es enfermé. Ouais. Toi, ça fait combien de temps que tu es administrateur sur le groupe ZWO Entraide? En fait, j'ai dû faire la première synthèse de toutes les informations et le premier pseudo manuel français. Ça doit dater, on va dire, de juin-juillet 2020. Ça date plus ou moins officiellement. Le contact avec Ziwo est la version 1.5.4 peut-être. Donc, ça doit dater de septembre-octobre. Les premiers contacts avec eux pour mettre à jour le manuel. Donc, c'est très récent. En gros, j'ai créé mon compte Facebook pour passer administrateur, modérateur chez Ziwo. Donc, si tu regardes depuis quand je suis sur Facebook, tu as la réponse. D'accord. Donc, tu as eu l'occasion de discuter avec eux. Alors déjà, est-ce que toi, dans cette période-là, tu as vu dans le nombre de personnes qui adhéraient au groupe ou qui likaient la page une augmentation ou un accroissement significatif? On va dire que j'ai raté le début de la vague, je pense, parce que je n'étais pas encore dans cette partie administrative avec accès à ces ressources-là. Depuis que j'y suis, en gros, on va avoir une dizaine de demandes de liaison avec la page par jour. Donc, il faut éliminer tout ce qui va être spammer, robot et choses comme ça. Mais en gros, on va avoir 2-3 profils réellement humains par jour qui vont venir adhérer à la page. Je ne sais pas exactement combien on a de gens sur les... Alors après, il y a plusieurs pages aussi. Hein. Ouais. Donc, moi, je suis concerné que par la partie Ziwo officielle. Il y a un autre gros groupe qui est les pros, Azier Pro utilisateurs,
qui n'est pas la partie officielle, mais qui a aussi un gros nombre. Souvent, les gens sont sur les deux groupes en même temps. Est-ce que tu as en tête un souvenir d'une galère abominable mais plutôt marrante que tu aurais vécue au cours d'une soirée astrophoto, d'une nuit astrophoto? Genre c'est l'utilisateur qui bug et pas le matériel. Avec le Max 127, il y en a eu quelques-unes, des grosses frustrations, purement et simplement liées à des problèmes de câbles USB et de faux contacts. C'était le plus gros problème de cette connexion entre l'ordinateur et la raquette du système Max 127. Au niveau du boîtier de l'ASIR, non, il n'y a jamais eu de galère réelle. Le plus gros problème qu'il y ait pu y avoir, c'est du style la clé USB qui n'est pas reconnue au démarrage. On s'en rend compte au bout de 10 minutes, une fois qu'on a fait toutes les calibrations, qu'on a été faire son go-to et qu'on se dit, tiens, je vais vérifier que ça va bien aller au bon endroit au niveau des captures. Et on se rend compte qu'il n'y a que la carte SD qui apparaît et pas la carte USB, pas la clé USB. Donc, on essaye, on l'enlève, on la remet. 7 fois sur 10, il la redétecte correctement. Et puis, il arrive ces 3 fois sur 10 où on est obligé de redémarrer le système complètement. Il y a chez Sébastien un côté pince sans rire qui n'est pas pour nous déplaire, et même s'il se refuse à le dire, il y a une vraie générosité derrière son apparence de sanglier de Cornouailles. Alors je me fais porte-parole de toutes celles et ceux que tu as sortis et sortiras encore de la panade. Merci, Sébastien. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Astrofleet.